bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby et je suis bien entouré par deuxième ligne. Numéro 1 c'est Théodore de Saint-Rémy qui a joué à Orléans, qui a joué à Puck, qui a joué à Metro Racing et il est aujourd'hui éducateur en Normandie. Salut mon Théo, comment tu vas ? Mais je vais extrêmement bien, je suis content d'être avec vous et content de voir qu'en plus Toto Dupont reprend la course, tranquille, ça me fait plaisir. Je pense qu'on va parler de ça, mais peut-être on va parler aussi de notre deuxième ligne, et il s'appelle Charlie Bayer. Charlie, est-ce que tu as pu retourner au terrain où là tu joues avec la ACBB ? Et non, toujours pas. J'étais dans les tribunes ce dimanche pour voir la victoire de la CBB sur Bobigny. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à hurler des tribunes plutôt que de couiner sur le terrain. Et cette blessure alors, Charlie ? Je reprends cette semaine. Ça y est, tout va bien. Bien, tu es notre Dupont à nous. Allez, j'ai pas de minute américaine aujourd'hui, mais j'ai quand même une minute de Jura, si ça vous va, parce que j'habite dans les montagnes de la Jura et on avait le Ultra Trail de Mont des Jura chez moi ce week-end. Et je voulais dire un grand bravo à mes deux enfants qui ont pu participer, à mon cousin Joseph aussi, qui ont fait un course chacun. Et franchement, j'étais très très fier d'eux, parce que franchement, ça avait l'air super dur. Et bravo aussi à mon pote Marc qui a fait 75 km quand même dans une seule journée. Je pense 13 heures de course. Franchement, ce Ultra Trail et tout ça, c'est un sport de fou. Est-ce que vous, les garçons, vous avez déjà fait un course un peu comme ça ? Alors, faut quand même être honnête. Il y a des gabarits pour l'ultra trail et il y a des gabarits qui sont pas faits pour l'ultra trail. Hein, soyons lucides. Moi, j'ai fait une fois un semi-marathon et j'ai fait une fois le Paris-Versailles. Bon. Et à l'arrivée du semi-marathon, qui est donc, comme son nom l'indique, la moitié d'un marathon, j'ai fait une promesse. Je ne ferai jamais de marathon. C'est très clair. Ce n'est pas fait pour nous. Ouais. Il y a beaucoup de potes avec lesquels j'ai joué au rugby qui se sont mis à courir après. Moi, la course, ça a jamais été mon truc, j'avoue. J'ai jamais tenté. Ça m'agace un peu. Une fois, j'étais en Corse et me sentant sportif, j'ai suivi mon pote qui est natif de là-bas, qui voulait m'accompagner sur un circuit du GR, là, je sais pas quoi, une sorte de trail comme ça. J'ai fait les derniers mètres qui m'amenaient au refuge en rampant sur la neige. Mes genoux n'ont pas tenu. Autant vous dire que j'ai pas recommencé l'expérience. Je crois que je rejoins Théo sur le fait qu'il y a des gens faits pour, il y en a qui le sont pas. Et je suis dans la deuxième catégorie. Voilà, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des courses comme ça, mais il faut dire quand même dans ce sport-là, le Ultra Trail et tout ça, franchement le troisième mi-temps, ça manque un petit peu. Hein. Après ils ont fait 75 km dans la journée, ils boivent une seule bière et après c'est tout de suite au dodo. C'est ça qu'on a qu'ils auront pas. Et si vous aimez ce type de sport, je vous invite, nos chers écouteurs, d'aller écouter Course Épique. C'est un podcast sur la course à pied et c'est Guillaume Lalu qui le gère et est venu chez nous une fois pour Noël. Donc, je vous invite d'aller l'écouter. Allez, petit mot de Greg de Baltimore qui a dit merci d'avoir mentionné son nom. Sa maman qui vit en France était très heureuse. Donc, je suis très content pour Greg et sa maman. On embrasse la maman de Greg. Juste avant d'attaquer le rugby quand même, Thierry. La Riders Cup ce week-end, je sais que le golf, c'est pas spécialement notre truc au pack de potes, mais les ricains se sont quand même pris une petite fessée par les Européens. Donc, comme c'est pas sympa pour toi, on passe tout de suite au rugby, mais on salue l'équipe européenne qui ira du coup défier, je crois que la prochaine est aux États-Unis, en tant que tenant du titre. Et ce sera, comme toujours, une belle compète. Bravo aux Européens pour cette fois-là. Il y a des Français sur cette équipe ? T'as d'autres questions, Thierry ? Ça tire à balles réelles. Allez, on va tout de suite à cette Coupe du Monde. On a plein de rugby aujourd'hui. On y va. Pack de potes, terrain 10. Allez, premier match de la semaine, c'est Uruguay et Namibie. Namibie qui montre un peu de signe de vie après des grosses fessées contre la France et Nouvelle-Zélande. Ils ont marqué les deux premiers essais dans ce match avant que Uruguay revienne. Bon, écoutez, quand vous avez 2 cartons jaunes et 1 carton rouge dans le match, difficile de gagner. C'est Uruguay qui va mener et gagner 36-26. Ouais, une victoire méritée avec malgré tout un match équilibré. Ça fait plaisir aussi pour la Namibie qui n'a pas pris une valise monumentale. Et puis le spectacle est aussi un peu dans les tribunes, parce qu'il y avait pas mal de supporters uruguayens. Et on sent aussi que pour ces petits pays, on y reviendra peut-être, participer à la Coupe du Monde, c'est une aventure folle. Le score importe peu, presque peu, on va dire.
Mais en tout cas, c'est une aventure collective entre l'équipe, l'encadrement et les fans qui viennent, qui les suivent, qui les accompagnent, qui est vraiment exceptionnelle et ça se voit. Et là, c'était exactement ça à la fin de ce match. Prochain match, c'était Japon, le numéro 12 contre Samoa, le numéro 14. Dans ce match, il y avait un mec qui avait un casque qui disait le score. Il y avait les mini Mario dans le stade. Il y avait des clowns. C'était une ambiance de 7 pour ce match à Toulouse. Japon, ils sont bien dans le match. Petit et rapide, cette équipe, avec 2 essais de leur grand troisième ligne. Michael Leach et Lambush gagnent, si je lis bien, 17-8 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, Samoa, qui en surnombre à cause d'un carton jaune de leur talonneur de japonais. Je veux dire qu'il y a un coiffeur d'un rappeur, mais je ne sais pas lequel. Ils sont plutôt forts dans cette position, les japonais quand même, en talonneur. Le 10 Samoa avec un 50-22, mais c'est le capitaine japonais, le numéro 8, qui va le rater. Attaque japonaise sympa à regarder. Ben Lam de Samoa avec un épaule dans la mâchoire, carton jaune. Pour lui, ça va devenir un rouge. Donc le 15-14 devient 14-15. Japon dans la majorité maintenant. Troisième essai pour les Brave Blossoms, 22-8. Et honnêtement, à 60 minutes, j'ai pensé que le match serait pas intéressant. Mais franchement, si tu aimes voir des mecs courir avec un ballon ovale sous le bras, franchement, c'était pas mal. Essai de Matsushima annulé, mais l'essai pour le centre de Samoa était accordé 25-15. Les arrières japonais cherchent l'essai de bonus, mais Samoa qui va marquer encore 28-22. Et les 2 minutes pour marquer et transformer un essai de la gagne pour Samoa, mais too little, too late, trop tard, trop peu. Japon gagne 28-22. Ouais, c'est un match entre 2 équipes qui sont pas vraiment des équipes de fond de tableau non plus. C'est-à-dire c'est des équipes qui prennent pas de raclée. C'est quelques équipes qui peuvent peut-être accéder à un moment quand même au top 10 et un peu mieux si ils continuent d'investir pour le Japon dans ce sport et à se structurer pour le Samoa. Mais ça reste des équipes qui pour l'instant plafonnent, mais qui sont pas du tout ridicules. Et quand elles jouent contre des équipes de leur valeur, ce qui était à peu près le cas, bah voilà, ça donne lieu à du super beau rugby. Donc c'était très très chouette avec les qualités qu'on connaît, vitesse d'un côté, puissance de l'autre. Bon, c'est plutôt les rapides qui ont gagné. Nouvelle-Zélande, Italie, on peut peut-être penser plein de choses avant ce match, mais je pense qu'on était tous un peu surpris quand même par le 49-3 pour le mi-temps. 3 essais déjà pour Aaron Smith, 1 pour Jordan, il va faire 2 tout comme Savoyen. Et Téléa, on se souvient de lui, c'était l'ailier qui avait le feu dans les jambes contre la France, mais quel carnage. Deuxième mi-temps, Italie qui essaie de marquer, mais ça va prendre un peu de temps. 7 minutes avant que le petit Capuzzo reçoit le ballon. Il court avec ses petits pieds avant que 4 énormes All Blacks descendent sur lui. Il marque dans le coin et ça me fait penser à Space Jam des Monsters, les All Stars, mais peut-être c'est trop américain pour vous. Les Italiens sont contents de marquer un petit essai et ça chauffe un peu. En action 100%, deuxième ligne All Black avec Scott Barrett qui compte et Ritalek qui se venge. Un petit jeu entre Sam Cane et Dan Coles, des anciens, 68-10. Et le petit Damien McKenzie en 10, il est quand même très très bon, lui. Bon, on va arrêter là. Je sais que Théo, il n'aime pas des scores comme ça, mais non, ça continue. Dernière minute, est-ce que les Blacks vont mettre 100 points? Non, le dernier essai, c'est Montana Inoue, l'ailier d'Italie, et dis donc, il est content. 96-17, quand même une mauvaise journée au bureau pour l'Italie. Ouais, bad day at work, comme tu dis, mais c'est-à-dire qu'il y a eu 2 choses qui sont ressorties de ce match. C'est le premier, que les Néo-Zélandais ont retrouvé leur panache dans la presse, tout le monde qui crachait un peu dessus, qui les trouvait un peu en demi-teinte depuis le début de cette Coupe du Monde, les retrouve, les re-encense à nouveau. Et tu parlais tout à l'heure, Théo, du top 10 un peu chez certaines nations. L'Italie était quand même considérée comme le top des moins bons, je sais pas comment on peut comment le qualifier, mais quand même une équipe, ouais, c'est ça. voilà, qui ressortait un peu du lot après le top 5, top 6. Et bah là, franchement, c'est dur. C'est le mec qui est en tête du groupe Eto, quoi. On va dire comme ça, ouais. Et le message que ça envoie, je trouve, est assez violent, quoi. Est assez violent. Donc, je suis content pour les Néo-Zélandais. Et puis, tout est relancé. Les Irlandais peuvent craindre à nouveau leur quart de finale. Mais pour l'Italie, c'est très dur. Après, juste, il y avait un truc, moi, qui m'a choqué. C'est que pour moi, le rugby, c'est un truc qui m'avait habitué quand même à des
même les Néo-Zélandais justement dont on parle. J'ai pour exemple 2015 où ils allaient affronter des Français qui étaient pas en pleine forme et à qui ils ont mis 60 pions. Avant le match, ils disaient beaucoup que les Français peuvent être surprenants. J'y étais. Mon pauvre, je voulais pas remettre le cutter dans les sutures. Cauchemar. Mais il y a quand même une dynamique, une volonté de parole qui est de respecter l'adversaire. Les Italiens, peut-être forts de leurs 2 matchs pleinement gagnés, ont quand même beaucoup ouvert leur gueule. Il y a Kieran Crowley qui a dit on va sortir pour essayer de gagner ce match, on vient pour les All Blacks. Il y a Eduardo Gori qui avait dit les Italiens aujourd'hui se sentent capables de battre tout le monde. Les originaires de Nouvelle-Zélande de l'équipe d'Italie voulaient faire un contre-ACA. Enfin, il y avait quand même tout un truc où on parlait, il y a un truc qui balbutiait dans la presse, que l'Italie était là pour en découdre. Mais faut peut-être un peu moins l'ouvrir pour les prochaines fois. Mais il y a le son qu'ils n'ont pas retenu parce qu'ils sont en train de dire qu'ils ont encore leur chance s'ils battent la France. Donc ces Italiens sont un peu orgueilleux, je trouve. Et du coup, ça me rend moins désagréable cette rouste qu'ils se sont prises. Il y a effectivement 2 réalités. La réalité, c'est que les Blacks, on a retrouvé les Blacks. C'est-à-dire que là, ils ont fait un match comme ces matchs qui ont écrit leur légende. C'est-à-dire quand ils sont comme ça, on a l'impression qu'ils sont invincibles, on a l'impression que le rugby est facile, et on a l'impression qu'il y a 3 mondes d'écart entre leurs adversaires et eux. Donc on n'a pas toujours été, nous, dans cette position de victime expiatoire, mais on l'a été. Le match de 2015 dont tu parles, moi j'étais au Millennium Stadium de Cardiff sur ce match-là, on a perdu 63-10 ou un truc comme ça. C'était pas 96-0, ou 17, mais c'était du même ordre. C'est-à-dire que quand ils sont comme ça, ils sont dans une autre dimension. Ils marchent sur l'eau. Voilà, ils marchent sur l'océan du rugby. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé pour ces pauvres Italiens qui, eux, effectivement, sont tellement sur des matchs encourageants qu'ils finissent par se dire un jour ça va sourire, on va taper un gros. Et puis là, c'est la Coupe du Monde, et puis c'est le moment. Et puis si c'était eux, et ils ont le droit d'y penser. Ils ont le droit d'y penser, sauf que là, le retour sur Terre est d'une cruauté absolument terrible, parce que non seulement ils ont perdu, mais ils sont renvoyés à tous leurs doutes et à leurs chères études sur 100% de ce dispositif match. C'est affreux ce qui leur est arrivé. Ils sont vraiment passés dans une machine à laver. C'est marrant, j'ai pas l'impression que eux ils ont trouvé ça affreux. Tu vois, avec Montana, là, quand il a marqué, là, il était mais aux anges, quoi. Tu vois, et même si c'était la dernière essai, la dernière minute et tout, ils avaient marqué quand même 17 points contre Nouvelle-Zélande. Ils ont pris 96, mais en fait, il était content d'être là. Et je trouvais ça un peu bon enfant. C'est vrai, Charlie, tu avais raison. Il y avait un truc un peu, il y avait un peu de, j'étais surpris par la niaque qui avait sorti au Nouvelle-Zélande. Mais à la fin, c'était comme un garçon qui a pu manquer un panier contre son papa. Tu vois, qui a dit ah ouais, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est un peu ça. Je pense que, alors, je partage tout à fait ton avis, Thierry, sur l'image qui pour moi est vraiment une des images de ce début de Coupe du Monde de Capozzo poursuivi par 4 All Blacks pour aller marquer en coin. Cette image en plus filmée de haut à un moment par la réalisation, elle est saisissante, elle est magnifique. Il a quand même des jambes extraordinaires parce que réussir cette course, c'est superbe. Mais il y a tellement de symboles, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce match, il y avait 4 Néo-Zélandais pour un Italien tout le temps, quoi. On a l'impression qu'ils jouaient à 30 contre 15. C'est absolument fou. Et moi, je suis très content que les Blacks aient fait ce match de référence à ce moment-là. Faut pas oublier que les Blacks au Tri Nations cet été ont battu les Sud-Africains 35-10, ce qui est quand même pas rien. Et ça veut dire qu'ils sont passés à côté du match d'ouverture contre nous. Mais moi, je serais les Irlandais, je serais pas serein du tout quand même. Parce que quand les Blacks sont comme ça, ils sont injouables. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont être capables de réitérer cette performance ? Et surtout, est-ce que les Irlandais vont être capables de les contrer devant ? Parce que ce qui s'est passé quand même, c'est que les Italiens ne les ayant pas contrés devant, et les Blacks étaient dans un bon jour, Blacks dans un bon jour avec une charnière qui joue, avec un paquet qui avance, et les mecs derrière qui sont là aussi dans un bon jour, ils sont tout simplement injouables. Si par contre tu commences à leur résister dans les rucks en mêlée et en touche, ils redeviennent des humains. Mais il faut les dominer et les contrer sur les points forts de lancement de jeu. Si tu les laisses lancer le jeu,
la machine se met en marche. C'est comme la marée qui monte sur un château de sable. C'est affreux. Ouais, je voulais juste revenir quand même sur ce que tu disais, Théo, sur le droit à rêver des Italiens. C'est vrai, ils ont le droit de rêver, mais ils peuvent le faire la bouche fermée. C'est juste ça, moi, que je reproche un peu à leur avant-match. Et quant au quart de finale se profilant, c'est vraiment plus ça va. Chaque pas qui se fait depuis, il y a eu le France-Nouvelle-Zélande, à chaque choc en fait proposé, chaque avancée vers ces quarts de finale est quand même de plus en plus électrique, quoi, parce que là, comme tu dis, les Irlandais doivent trembler de cette démonstration faite par les Néo-Zélandais, mais c'est vraiment les 2 demi-finales avant l'heure, quoi. Ça va être un truc. Les 4 meilleures nations mondiales vont se rencontrer en quart de finale. Je trouve, il y a une dramaturgie qui monte. Il y a un trailer, je sais pas comment on dit, mais, mais ouais, vraiment, il y a une mayonnaise qui monte. C'est assez violent. Bon, on va dire que Nouvelle-Zélande, la semaine prochaine, ils ont Uruguay, donc c'est, on va dire, un autre entrée avant leur plat principal qui va être soit Irlande ou Afrique du Sud. Mais nous, après, on va jouer contre Italie, et je pense que j'ai l'impression que quand tout le monde passe par ça, on dit oui, on va jouer, après on va être dans les quarts, mais en fait, c'est quand même, il faut qu'on gagne ce match. Il me semble, j'ai pas fait tout le calcul, mais il y a un moyen qu'on se retrouve tous les trois, en fait, ex aequo avec 14 points ou 15 points chacun. Donc en fait, vraiment, on ne peut pas prendre ce match léger. Il faut qu'on le gagne, ce match contre Italie. Et je ne pense pas que 96-17, ça montre la force de l'Italie non plus, ni la force de la France non plus. Non, mais il faut considérer ce match, et je pense que c'est comme ça que l'équipe de France est en train de le prendre, comme un 8e de finale. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est un match quasiment à élimination directe. C'est bizarre pour une équipe qui a tout gagné jusqu'ici et battu les Blacks d'entrée, mais les règles, c'est comme ça. Et c'est vrai que cette énorme raclée qu'ont prise les Italiens, à la fois doit nous donner confiance, mais à la fois va aussi tellement leur donner l'envie de montrer qu'ils sont plus que ça, que c'est le pire danger. C'est-à-dire que le scénario, pour nous, est épouvantable parce que ils viennent de se prendre quasiment 100 points. Donc, naturellement, à l'intérieur de la tête des Français, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont forcément les prendre un peu à la légère, même si on va leur seriner toute la semaine de pas le faire. Tous se disent, on va pas perdre contre les Rital qu'on en pris 100 contre les Blacks qu'on vient de taper. C'est pas possible. Bah si, c'est possible en fait. Donc, cette mécanique de la machine à foirer ou de la machine à louper ou à se prendre les pieds dans le tapis se met en place, et là, danger. Alors, heureusement, on a un Cador au management de cette équipe, des Cadors avec Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, on l'a déjà beaucoup dit, et on a des joueurs, je pense, qui sont préparés à ça. Mais c'est une équation flippante. On peut pas dire le contraire, elle est totalement flippante. Ouais. Et en plus, on peut potentiellement retrouver les Blacks à niveau en demi-finale si on arrive jusqu'à là. Désolé mon petit ticket, mais pour le coup, j'ai fait les mêmes erreurs que toi. Enfin, ça m'a un peu chamboulé leur système là à partir des demi-finales. Moi, je pensais qu'il y avait 2 tableaux qui ne se croisaient pas jusqu'à la finale, mais en fait, si à partir des demi-finales, figure-toi que les sortants du groupe, des groupes A et B vont se mélanger avec les groupes C et D. Il va y avoir rencontre en fait. Donc normalement, si on ne devrait rencontrer les Néo-Zélandais qu'en finale à nouveau, si on va jusqu'à la finale, et si évidemment les Néo-Zélandais y vont aussi. Ce serait quand même une belle affiche. Ce serait une superbe ce serait génial. L'alpha et l'oméga, on commence par là, on finit par là. Ah, ce serait beau. Ce serait fabuleux. Mais qu'est-ce que ce serait flippant. Non, mais ce serait je crois qu'on n'a pas fini de flipper là avec ce que nous réserve. Non, là c'est vrai que ça commence la phase finale. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Allez, on y va avec Argentine-Chili, 24-0 par l'Argentine dans ce premier mi-temps, assez facile pour eux, on va dire. Chili qui démarre le deuxième mi-temps plutôt bien grâce à une très bonne défense, mais toujours plus de réaliste dans ce match, les Argentins. Le 15, il va marquer une belle essai après une jolie course. C'est quand même sympa dans ce stade à Nantes qui est rempli de sang latin, et boum, le talonneur chilien marque un essai, on est tous contents, sauf en avant. Bouh, le TMO, parfois c'est mieux d'être poétique que juste. Même l'arbitre principal est un peu désolé de ne pas compter cet essai. Ça reste sympa et plein d'ambiance dans ce match, même s'il n'y a pas de surprise. C'est comme regarder un vieux épisode de Columbo. Tu connais la fin, mais c'est quand même sympa.
38-0 et on voit l'entrée du pilier chilien avec une coupe, mais j'ai pas de mots. En fait, c'est une barbe, c'est chauve en haut, mais un mulet permanent derrière. C'est magnifique. C'est pas assez pour faire peur aux Argentins quand même, qui vont marquer encore 59-5 pour le fin. Ouais, tu dis que dans l'épisode de Colombo, on connaît la fin, c'est surtout que dans l'épisode de Colombo, on connaît le tueur dès le début. Et là, l'Argentine a fait figure de... C'est marrant cette Argentine parce qu'on a vu contre l'Angleterre et finalement l'Angleterre est beaucoup plus fort qu'on en pensait. On a vu quelques matchs d'Argentine, mais moi je suis allé même au stade à Saint-Etienne pour voir le match, mais franchement je les connais pas. Et même sur sur l'affiche, en fait, je devais le connaître, mais je reconnais pas l'équipe qu'on pourrait reconnaître d'avant, en fait. Ça, c'est bizarre. Je sais pas si j'explique bien, mais par exemple, l'Écosse, je les connais bien. Italie, je les connais bien, mais finalement, Argentine, je les vois pas. J'ai pas de sentiment. Je vois pas de l'âme de cette équipe. C'est une équipe qu'on voit moins jouer nous parce que ils jouent pas dans le Six Nations, parce que c'est une équipe qui a du mal à se rassembler malgré tout, même s'ils sont dans le Tri Nations, etc. Et c'est une équipe qui se caractérise quand même par un jeu extrêmement engagé physiquement et un peu foufou. C'est pas des gestionnaires, c'est un peu des Sudaf, mais en moins régulier, quoi. C'est un peu ça quand même, avec quelques grands joueurs qu'ils ont eu derrière et des grands joueurs de jeu au pied, parce qu'on est quand même dans le pays de Maradona, faut pas déconner. Voilà. Allez, Fidji, Géorgie. Moi, j'avais un peu peur pour Fidji, vu toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour battre Australie. C'était leur match piège contre Géorgie. Bizarrement, ils sont sans solution en attaque. À 25 minutes, c'est 6-0 pour Géorgie. Les Fidjiens tapent sur la porte des 5 mètres des Géorgiens, mais les Géorgiens restent sereines. Ils vont même ajouter 3 points de plus, 9-0. Les Fidjiens, ils ont la tête baissée, ils sont fatigués, ils sont sans solution, surtout en touche. Je crains le carton jaune qui va venir basculer ce match. Un action de fou pour les Fidjiens et ensuite un action de fou pour les Géorgiens qui vont presque finir avec un essai des Lelos. Un passe en avant apparemment, mais moi, je l'ai pas vu comme ça. 9-0 pour le mi-temps. Ça fait 9 fautes de main, 4 touches perdues et 14 plaquages loupés pour les Fidjiens. Vraiment pas leur genre et le ticket pour les quarts de finale est en jeu. Deuxième mi-temps et oulala. Voilà le carton jaune que j'ai craint. C'est contre Radradra pour un en-avant volontaire. Après, Fidji font un en-avant sur leurs 5 mètres et puis un plaquage haut. Ils sont en train de donner le match aux Géorgiens. Finalement, c'est notre centre chouchou, Wasea, is there to save the day avec un joli essai, 7-9 toujours pour Géorgie. Et 4 pénalités géorgiens plus tard, Fidji passe devant, 10-9. Mais ils ne sont pas à l'abri et il reste 25 minutes. Allez le talonneur, allez Botia, allez Habossi qui marque 17-9. Dernière minute assez fou quand même. Carton jaune qui aurait pu être rouge contre le centre star de Fidji, Tuisova. Ça va peut-être faire mal après. Géorgie va prendre les 3 points, donc 17-12. Dernière minute pour Géorgie contre 14 Fidjiens. Ils remontent tout le terrain. Ils sont dans le compte de Fidji. Coup de pied à suivre et Fidji échappe de justesse. Le score final est de 17-12. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Fidji ont vraiment eu chaud au mich. Ils sont complètement passés à côté de leur match, en particulier de leur début de match. On sait que c'est une équipe avec des talents individuels extraordinaires et qui a montré contre l'Australie, contre les Gallois en perdant des riens et en battant les Australiens, qu'elle avait complètement passé un cap dans sa capacité à battre les grosses équipes. Ils ont même dit, nous on est là pour être champion du monde, ce qui est peut-être un petit peu ambitieux, mais qu'ils n'auraient absolument pas pu dire il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ils n'ont pas de point faible dans l'équipe. Leur seul point faible, c'est peut-être leur habitude à enchaîner les performances de haut niveau, et là, on le voit bien. Les Géorgiens, qui sont une équipe très costaud et qui avait des choses à se faire pardonner, parce qu'ils avaient fait quand même match nul contre les Portugais, ce qui était quand même une contre-performance notable. Ils se sont dit, on a peut-être fait match nul contre les Portugais, mais on va essayer de taper les Fidjiens. Ils sont pas passés loin. Dieu sait qu'on est content que les Fidji aient gagné ce match, parce que maintenant, ils n'ont plus que les Portugais à battre pour être en quart de finale. Ils ont leur destin en main. Je pense qu'ils vont les battre, même si on adore le comportement de cette équipe portugaise dans ce mondial. Mais on voit la faiblesse de cette équipe fidjienne. Quand elle n'est pas dedans, c'est un peu n'importe quoi. Et ils sont quand même pas passés loin de la correctionnelle. Mais ils ont gagné. Donc c'est le principal pour eux. Ouais, j'y ai cru aussi en première mi-temps pour nos amis géorgiens. C'est dur parce que le cœur balance. Je suis du genre à soutenir les
outsiders, les underdogs. J'avais très envie que les Géorgiens aient cherché leur victoire, mais ça m'aurait quand même embêté que les Fidji voient leur quart de finale leur passer sous le nez. Donc j'étais un peu. Tu peux pas dire ça, Charlie. On a évidemment envie que les Fidjiens aient Oui, au quart. non, mais c'est ça, Arrête, complètement. je Mais peux pris pas entre, entendre ça. pris entre C'est pas deux. possible. Bah, j'avais envie aussi d'une victoire pour les Géorgiens. Ils me plaisent aussi. Mais oui, non, au final, je suis très content que ces Fidji assurent leur place. Et comme tu dis, la semaine prochaine, ce sera contre nos amis portugais qui aussi ont montré de belles choses. Le Portugal. Une chose, c'est sûr, c'est ce pool C, il est trop, trop sympa à regarder. Génial, Tous ouais. les matchs sont vraiment, vraiment superbes. Allez, on va passer à l'Écosse contre Roumanie. Bon, on aime bien l'Écosse, mais ce match était largement moins drôle que Argentine-Chili, par exemple. 42 à la mi-temps. T'as l'impression, en fait, que la foule n'est pas très engagée, que c'est pas très rugby ce match. Roumanie, ils sont juste trop petits, trop longs. Les essais d'Écossais, en fait, il était un peu individuel aussi. Je pense que parfois, il manquait des passes et j'aurais pu faire 100 points facile s'ils avaient passé un peu plus. Bon, Darcy Graham qui a repris le coiffeur de Stuart Hogg et aussi ses essais. 4 essais en total pour lui, 84-0. Ouais, on a toujours le problème avec ces scores à 0 des petites équipes. Il y a eu pas mal de discussions. Les débats sont ouverts sur est-ce qu'il faut continuer d'ouvrir la porte à ces équipes-là ou au contraire est-ce que c'est contre-productif? J'en sais rien. Sur la Namibie et la Roumanie, je trouve ça difficile de rentrer chez soi avec autant de valoche dans le coffre du bus, quoi. Ouais, en effet, c'est un débat. Bah, notre ami Best, Jonathan, qui était présent la semaine dernière, a répondu à un tweet de Lartaud, justement, à ce propos-là, qui lui s'étonne un peu. Il n'a pas l'air d'être trop pour la présence de certaines nations en deçà du niveau, clairement. Pour la Roumanie, c'est quand même un peu particulier parce que elle est là sur tapis vert, en fait. C'est l'Espagne qui devait être qualifiée. Il y a eu une embrouille je me souviens plus exactement sur un arbitrage de match, quelque chose comme ça, et la Roumanie a pris sa place. C'est Donc vrai. c'est pas C'est vrai sportivement que c'est qu'elle est une là. arrivée un peu improbable aussi. Donc, ouais. ceci peut-être explique cela. Il y a la Namibie aussi, c'est vrai. La Namibie, ça fait 26 matchs de Coupe du Monde qui font 26 défaites qu'ils ont. Donc, la semaine dernière, moi, je parlais un peu de cet équilibre vers lequel j'avais l'impression qu'on tendait, en citant des exemples peut-être un peu faciles du Japon, des Fidji. C'est vrai que la Roumanie est quand même présente depuis très longtemps, le Namibie aussi, et il ne progresse pas. Mais moi, je persiste à croire que c'est une bonne idée que c'est bien d'avoir ces nations qui sont invitées en Coupe du Monde, à qui on offre la capacité de venir se battre pour une place en Coupe du Monde, disons plutôt comme ça. Jonathan le disait bien la semaine dernière, c'est une formidable vitrine, c'est quelque chose de formidable pour les joueurs de venir ici. Moi, je pense que plutôt que de fermer la Coupe du Monde et de devenir un peu un sport élitiste, en fait, c'est dommage c'est dommage d'être dans l'entre-soi, en fait. Moi, je suis plutôt pour l'ouverture, et c'est vrai il me semble qu'il y a quand même des efforts faits par World Rugby pour ouvrir le rugby un peu partout, pour le démocratiser. Moi, je pense que ça passe forcément par des finances, pour avoir du matériel, pour créer des clubs dans des pays où on veut développer. Et je pense aussi que peut-être il faudrait multiplier des test matchs contre des équipes. C'est-à-dire qu'à chaque tournée, au lieu d'affronter, je sais pas, on va affronter deux fois l'Australie et une autre équipe du Sud, on pourrait à chaque fois intégrer dans nos tournées une équipe du tiers 2, voire du tiers 3, quitte à faire tourner notre équipe, et vice-versa, quand le Sud arrive en Europe, il pourra aller rencontrer des Géorgiens, des Roumains, pour que à la fois ça fasse rentrer de l'argent, parce que je pense que quand la Nouvelle-Zélande va aller jouer en Géorgie, il devrait y avoir pas mal de monde dans le stade, ça fait rentrer de l'argent pour les fédérations, et ça fait une émulation autour du rugby pour éventuellement ramener des licenciés et faire progresser ce sport au-delà de ses frontières historiques. Voilà. Moi, j'avais pas mal pensé à ça. Comment j'expliquerais ça à un Américain? Et en fait, je me suis dit, j'ai pensé à The Dream Team. Vous vous souvenez du Dream Team, les gars? Tous les meilleurs Bien sûr. basketteurs du monde. 92, 92, Olympique 92 à Barcelone. Voilà, donc 92, ouais. Donc ils sont venus en Europe. Il y avait Jordan, Johnson, Barkley, Bird. Il y avait des meilleurs joueurs du monde. Karl Malone, je pense. Ah oui, mais c'était incroyable. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passait? À ce moment-là, en fait, ils ont mis des cartons sur tout le monde. Et en basket, ils ont gagné par 50 points
Par exemple, 50 points par match en basket, c'est juste incroyable, quoi. Donc, c'était 120 à 60 ou 120 à 70 ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui est passé par la suite? Il y a tellement de monde qui ont vu ce Dream Team et ça donnait tellement à rêver pour des jeunes qu'en fait, la NBA par la suite est juste explosé. Et maintenant, le NBA, c'est vraiment on va dire, c'est un sport global. Parce qu'en fait, oui, quand tu fais, par exemple, et même pendant le parti de All-Star, il y a une équipe, on va dire, monde des jeunes joueurs, on va dire, qui vont jouer contre USA, en fait. Et chaque équipe aujourd'hui, chaque nation a des très bons joueurs, la France aussi, même si c'est pas leur moment en ce moment. Mais par exemple, donc je regardais The Dream Team, ils ont battu qui? Ils ont battu Germany, ils ont battu l'Allemagne en 92 par 60 points, je pense. Et qui ont battu cette année? Qui est champion du monde? Ouais. C'était l'Allemagne. En fait, ils ont éliminé dans la demi-finale les États-Unis. Donc, oui, mais les États-Unis là n'envoient pas leur meilleure équipe. Quand même, c'est pas peut-être il y a pas LeBron James, mais c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus, c'est vrai. Ouais. Donc je pense que je suis d'accord avec toi, Charlie. Il faut, mais peut-être on discutera un peu plus en détail parce que je suis d'accord. En NBA, par exemple, dans les NBA aujourd'hui, dans les playoffs, ils ont une espèce de play-in game. Ça veut dire que les équipes qui sont, on va dire, du 7e au 10e place, il faut qu'ils se jouent entre eux pour avoir les dernières places dans la playoff. Et moi, je verrais bien ce type de choses. Mais je suis d'accord avec toi, Charlie, qu'en fait, il faut que les plus petites équipes, s'ils jouent juste entre eux dans le Six Nations Beast, par exemple, Georgie et tout ça, ils vont jamais remonter. Et on en arrive là où je voulais venir aussi, c'est que pour moi, ça rouvre le débat aussi des montées et des descentes dans les tournois. Ça fait débat parce qu'il y a le côté ancestral et tout, mais vraiment tout ce qui est traditionnel et amené à ne pas bouger, c'est quand même un peu triste. Et je pense que ce serait vraiment nécessaire pour voir émerger des nations nouvelles, on va dire, des nations autres que les traditionnels du rugby, de faire ces systèmes de montée et de descente. On a bien vu qu'en intégrant l'Argentine au Four Nations maintenant, l'Argentine a fait de forts progrès. On attend toujours l'Italie chez les 6 nations, donc autant essayer, autant faire tourner. Si l'Italie en 20 ans n'a pas réussi, c'est pas grave, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de, c'est pas grave, mais elle peut redescendre, laisser la place à quelqu'un d'autre. Si en tournoi B, elle se débrouille très bien, elle revient l'année prochaine. Et en fait, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des matchs. Je pense que ce serait vachement mieux pour l'intégration de nouvelles nations. Et pourquoi on reste 6 Nations? Pourquoi pas devenir de 8 Nations avec, on invite Georgie et Portugal à venir vers nous. Moi, je suis pour. Allez, on parle de Portugal. Oh non. Ah non, ça fait plein de podcasts, c'est bien pour nous. Oui, mais il faut pas oublier que le rugby, c'est quand même un sport. C'est un sport dans lequel on peut pas jouer non plus tous les 3 jours. Faut pas oublier que l'équilibre du rugby, il est quand même relativement précaire. Il est basé sur des clubs qui sont pour beaucoup des clubs en déficit ou en tout cas soumis à l'investissement, à la perfusion de mécènes, lesquels mécènes sont quand même bien gentils, même s'il y a des conventions de partenariat maintenant, de lâcher leurs internationaux la moitié de l'année pour qu'ils aillent finalement être en équipe de France. Ils en récupèrent des retombées très positives par ailleurs, mais on peut pas multiplier de la même manière que ils veulent à un moment nous faire un championnat des mondiales des clubs de rugby, etc. Ce sont des aberrations du point de vue du rythme des joueurs et aussi du point de vue écologique. Aller envoyer toutes les 5 minutes les mecs à l'autre bout de la planète pour jouer des matchs de pseudo-championnats qui n'ont aucun ancrage territorial, je dis non. Voilà. Ouais, carrément, pourquoi pas faire jouer les Sudaf en Coupe d'Europe, quoi. Ce serait vraiment... Non, mais ça m'en parle pas, ça. Tu sais à quel point ça me gave. Faut qu'on passe. Allez, Australie, Portugal, les garçons. Les premiers points, c'est pour Australie et le public est plutôt pour Portugal. Normal, car il offre un joli rugby. Tous sur un côté de terrain, des jolies passes et pour finir dans les mains de l'ailier sur l'autre côté du terrain. Un percé par Martins, le numéro 7, mêlé à 5 et énorme essai pour le 13, battant court. Passe sautée magnifique, 7-3 pour Portugal. Eddie Jones chauffe son CV. Le 13 Betancourt est tellement chaud qu'il va recevoir un petit carton jaune pour ce plaquage un peu haut. Et ça paye vite. Valentini pour Richie Arnold, 10-7. Et qui devient rapidement 17-7 grâce à les gros Wallabies. 24-7 maintenant grâce à Angus Bell. Dommage. Les Portugais réussissent à se regrouper avant la fin de mi-temps avec un très bel essai par le numéro 7 Martins. Beau retour défensif par contre du arrière des Wallabies quand même. Donc essai refusé.
Deuxième mi-temps démarre avec un essai des numéros 7 des Wallabies, 29-7. Mais difficile à croire que le plaquage haut sans ballon sur le 9 portugais n'était pas sifflé. Allez les petits rouges, et oui, le Moll finit dans l'en-but. Et plus carton jaune pour l'Australie. Et c'est quoi cette voix? C'est le TMO. Peut-être elle va revenir sur le plaquage haut contre le numéro 7. Non, 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 elle dit en avant. Mais c'est pas si facile à voir selon moi, absence de preuves convaincantes, mais l'essai n'est pas bon. Un autre carton jaune pour Australie pour un coup d'offensive. On est 15 contre 13 pour Portugal, mais il y a au moins 3 essais à marquer. Un non mêlé pour les Lomos, essaye finalement 29-14. C'est pas beau ça. Corambete dit non, alors essaye pour lui. Portugal, Portugal, Portugal dans le chaudron, mais les Wallabies emportent 36-25. Eddie Jones renaît. Renaît. Il est à nouveau content. Il a dit les chances sont réouvertes. Ouais, bah c'était un match dans le sens qu'on s'attendait. Les Portugais, pour moi, c'est quand même ma petite friandise de ces phases de poule. Un peu comme le Japon en 2015 ou les Fidji ou l'Uruguay nous avait fait plaisir en 2019 aussi. Tiens, pour moi, c'est le Portugal à cette édition de Coupe du Monde là. Ils me font vraiment plaisir. Ils jouent leur va-tout à chaque fois. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Il y a eu en particulier une phase de jeu à plusieurs passes là où ils ont très vite ouvert vers l'extérieur. J'essaierai de retrouver il y avait une vidéo filmée de haut en fait de cette phase de jeu qui était impressionnante. On voyait que le ballon filait. Ça n'a malheureusement pas fini à l'essai, mais il y a une beauté de jeu quand même que j'ai vraiment apprécié. Et je trouve ces Portugais très dignes. J'ai l'impression d'en parler chaque semaine. Mais vraiment, c'est eux qui me marquent. C'est ma petite sucrerie de ces phases de poule. Ils m'ont vraiment beaucoup plu. Ils offrent un rugby très beau. Et peut-être c'est leur esprit amateur aussi qui me plaît, peut-être. C'est une super équipe. Maintenant, quand tu mets en perspective la performance des Blacks contre les Italiens et celle des Australiens contre les Portugais, tu te dis qu'il y a un gros problème dans le rugby australien quand même. Parce que c'est malgré tout, contre une équipe triple championne du monde, il est absolument pas normal que les Australiens gagnent que de 10 points. Ce n'est absolument pas normal. Ils sont complètement à côté de leur grolle. Donc les Portugais sont bons, on peut pas dire le contraire, mais les Portugais en auraient pris 70 par les Blacks. Ça en dit surtout long sur la faiblesse de cette équipe australienne, parce que les Australiens sont quand même 2 fois champions du monde de ce sport, et ils ne doivent pas gagner que par 10 points d'écart contre l'équipe du Portugal, qui est une toute petite équipe invitée, en dépit et de son talent et de sa classe dans cette compétition. Contre les Blacks qui ont battu les Italiens, c'était 70 pour les Portugais. Donc, que les Australiens viennent gagner que de 10 points, pour moi, c'est surtout un enseignement que ce rugby australien a vraiment intérêt à se bouger et à se réinventer dans la perspective de la Coupe du Monde 2027, qui, je le rappelle, sera chez eux. Parce que s'ils sortent pas des poules chez eux, ça va quand même être gros mal de tête pour tout le monde. Donc, voilà. Moi, j'ai aimé ce match parce qu'effectivement, il était chouette. Je suis tout à fait d'accord avec toi que cette équipe portugaise est formidable. Mais ça m'inquiète pour le rugby australien. Je vous invite, les gars, de lire un article sur Eurosport, parce qu'en fait, dans l'équipe de Eddie Jones, dans son staff, en fait, il y a un Français qui s'appelle Pierre-Henri Brocon. Peut-être tu as joué contre lui, Théo, parce qu'il jouait, il me semble, en deuxième division au même moment que toi. Et en fait, donc, je vais pas tout dire, mais l'article, il est fantastique parce que ça t'offre des clés par rapport à Eddie Jones et tu comprends beaucoup plus par rapport à cette équipe. Il a pris un job 4 mois de la Coupe du Monde et tu sais très bien que en 4 mois ça prépare pas en fait et je comprends un peu mieux pourquoi il a décidé certains choix, mais franchement cet article il faut le chercher sur Eurosport, ça vaut vraiment la peine. Je vais pas tout résumer parce que j'ai peur de faire des erreurs, mais ça offre en fait une vision différente de l'Australie et de Eddie Jones et j'aimerais bien l'interviewer ce monsieur après la Coupe du Monde. Alors Pierre-Henri Brocon, c'est un mec absolument formidable. C'est effectivement un joueur, il est né la même année que moi, on a 1 mois d'écart. Donc c'est vraiment ma génération. C'est le fils d'Henri Brocon, qui était l'entraîneur de Auch pendant très longtemps, qui était un véritable gourou dans le rugby de terroir du Sud-Ouest et qui a fait une très belle carrière d'entraîneur. Et Pierre-Henri Brocon a été un entraîneur extrêmement précoce après sa carrière de joueur,
Donc c'est un entraîneur qui est jeune, même pas 50 ans, mais déjà très très expérimenté. Donc moi j'ai été très surpris par son arrivée dans le staff australien. Il a été entraîneur de la défense du Stade Toulousain, il a été entraîneur en Angleterre, à Bath, il a été entraîneur du Castres Olympique, peut-être même champion de France, avec le Castres Olympique comme entraîneur. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Et je ne sais pas ce que va donner est-ce que c'est juste un passage ou est-ce qu'il va être dans le squad pour l'équipe d'Australie dans la Coupe du Monde 2027? J'en sais rien. En tout cas, je vais me précipiter sur cet article parce que j'aime beaucoup Pierre-Henri Broncan. C'est un type très très touchant et c'est une famille de rugbyman. Ils ont vraiment le rugby qui coule dans leurs veines. Ils ont le sang ovale, ces gens-là. Les Ils ont le globules son ovales. ovale. Tiens, je vais le mettre dans mon petit dictionnaire des expressions en français. Allez, on va passer au dernier match de la semaine. C'est Afrique du Sud contre Tonga. Si vous aimez des beaux bébés sur le terrain, c'est le match pour vous. Comme souvent, c'est le plus petit équipe qui va ouvrir le score. 3-0 pour Tonga pour démarrer, mais comme presque toujours, c'est la grande équipe qui va reprendre immédiatement. C'est Reinhardt, le 9, qui remplace Lord Faf de Clare, 7-3 et à 6 minutes. Tonga reste bien dans le match malgré 2 essais de plus pour les Sudaf. Juste avant le mi-temps, c'est l'énorme pilier de Tonga, Tameifuna. Tamo Ifina, qui va marquer 21-8 pour le mi-temps. 53 minutes et Edzebet, il échappe un carton, je trouve, et essai pour Tonga. C'est l'allié de cheveux noirs et blancs, Finn Inci. Willy Leroux va faire payer le moindre faute de main au niveau de Tonga et tout de suite il marque après en avant, essai dans le coin pour le numéro 15, 35-13 qui devient 42-13. Mais à 62 minutes, quel échange entre les arrières Sudaf et puis Patrice Pellegrini, le numéro 10 remplaçant de Tonga, via Australie, qui joue en Angleterre, qui va marquer franchement un essai superbe. Des alliés de Tonga, ils ont vraiment un jeu de pied. Bon, 49-18, bravo à les deux équipes pour un bon petit match de rugby. J'ai vu ce match. Et c'est pas le match qui m'a le plus frappé en fait. Je pense que ce qu'il y a eu à la fin, c'est probablement une des plus belles images de la Coupe du Monde. Et c'est vraiment ce que je crois, ce que le rugby peut apporter comme un sport profondément différent. Allez, je vais m'enflammer un peu, je dirais à l'humanité. C'est-à-dire que quand vous voyez, ouais, tu peux rire Thierry, mais je suis vraiment sincère. Moi, j'ai Quand ri tu aussi, mais à vois, l'intérieur. après le match qu'ils ont fait, comment ils se sont rentrés dans la gueule pendant 80 minutes et qu'à la fin, les mecs se mettent tous ensemble, se tiennent par les épaules, se mettent à genoux, ont un moment de recueillement. Chacun a certainement son recueillement à lui là-dedans. Ils ont peut-être même pas tous la même religion, etc. Mais c'est pas grave, justement. C'est la transcendance sur on a tout donné, la fraternité reste plus forte, il y a un gagnant, il y a un vaincu, un seul vainqueur, le rugby, c'est cette espèce de truc tarte à la crème hein, qu'on dit, mais quand c'est fait comme ça, par des joueurs aussi charismatiques que Ben Tameifuna, qui est une véritable star des réseaux sociaux, hein, qui joue en France depuis longtemps maintenant, qui fait 150 kilos, le mec il s'économise pas, à la fin, c'est respect de capitaine à capitaine avec Sia Colissi, ils s'échangent les maillots, Tameifuna, il risque pas d'arriver à rentrer dans le maillot de Colissi. Il va le mettre dans un cadre et il va l'emmener chez lui au Tonga après sa carrière et il dira, moi, j'ai eu le capitaine des champions du monde avec qui on s'est échangé le maillot d'homme à homme après un match et on a eu ce moment de recueillement. Il faut voir ces images. C'est filmé après par la caméra qui est au-dessus du stade. C'est extrêmement frappant et sur le sport de haut niveau, sur le sport international, sur d'autres sports, le foot, l'athlé, plein de sports comme ça, la profondeur du respect que ces adversaires se portent et qu'ils arrivent tout de suite à passer à autre chose que la défaite ou la victoire et à communier ensemble sur ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire la camaraderie dans ce sport, c'est quelque chose d'extrêmement frappant et vraiment je les remercie pour ça. Oui, pour revenir sur ce moment de communion aussi, moi, j'aime l'idée de communion, j'avais beaucoup aimé, j'ai des souvenirs de 2019 aussi où il y avait il me semble, les Néo-Zélandais et je ne sais plus quelle équipe, mais après un match, où les Japonais avaient fait ça peut-être aussi, mais après un match, des adversaires étaient allés ensemble saluer le public.
côte à côte, quoi, ensemble saluer le public. J'avais trouvé ça très beau. J'aime toutes ces images de communion. Après, je t'avoue que moi, j'ai quand même un truc qui revient à chaque fois, à chaque Coupe du Monde de rugby ou à chaque qui m'agace un peu venant des réseaux sociaux, hein, souvent que je lis ou de certains de mes amis qui ne connaissent le rugby qu'à travers les matchs internationaux comme ça qui arrivent. Cette comparaison à chaque fois avec le foot, avec le machin, je pense qu'on peut se gargariser d'avoir un beau sport qu'on aime avec des belles valeurs sans forcément se comparer à chaque fois avec le reste, parce que je l'ai beaucoup lu là en fait sur cette image qui circulait. Il y avait des gens qui disaient ouais, c'est pas ça qu'on verra au foot. Honnêtement, je pense vraiment que si au Qatar il y avait des mecs qui avaient fait une petite prière musulmane à la fin d'un match ensemble, on n'aurait pas eu le même traitement médiatique. Donc en effet, s'il y a à retenir cette image de communion vue de haut, moi je la trouve très très jolie, mais je trouve ça dommage qu'à chaque fois il faille se comparer à d'autres et sortir un peu de ce qui pourrait nous suffire, à savoir qu'on fait un très beau sport où se foutre sur la gueule ne nous suffit pas à nous détester. Tous les sports co de la planète devraient être profondément inspirés par ce moment-là, de deux adversaires capables de prendre un moment, de s'arrêter et de dire il y a plus grand que nous, c'est la fraternité. Et je pense que c'est absolument pas religieux ou confessionnel. Bon, c'est sympa les garçons, je vous trouve très sentimental aujourd'hui. Moi, les meilleures C'est parce images... que l'équipe de France n'a pas joué, il faut bien qu'on ait des débats de fond. On se raccroche à un truc. Pour moi, la meilleure image, c'est toujours les mecs qui nettoient le stade et les vestiaires. Génial aussi ça. Allez, on va parler de ces différentes poules et les matchs pour la semaine prochaine. On va démarrer avec notre poule à nous. Donc, on a France qui a 13 points, Nouvelle-Zélande 10 points, Italie 10 points aussi, Uruguay 5 points et Namibie 0. Donc, France va jouer contre Italie ce week-end et franchement, je pense qu'il faut qu'on gagne ce match parce qu'il y a quand même des moyens que si on perd ce match, que l'Italie passe devant nous. Par exemple, si l'Italie a un point de bonus de 4 essais, par exemple, et que nous, on perd par plus de 8 points, eux, ils ont plus de points que nous et on va passer à côté de notre opportunité. Donc, on va dire qu'il faut absolument qu'on gagne ce match. Comme ça, on n'a pas de soucis. Exactement. Si on gagne, on est premier. Ça, c'est sûr, par contre. Après ça, il y aura Nouvelle-Zélande contre Uruguay et je pense qu'on peut dire que Nouvelle-Zélande va gagner aussi. Oui, probablement par 80 points. Ça devrait bien se passer, ouais. Voilà, donc ça leur donne 14 points au minimum. Si on passe à poule B, il y a Afrique du Sud qui mène pour l'instant avec 15 points, Irlande avec 14, l'Écosse avec 10 et Tonga et Roumanie avec 0. Mais attention, hein, l'Afrique du Sud a joué un match de plus et c'est le week-end prochain qu'elle ne joue pas. Donc pour l'instant, elle est en tête, mais l'Irlande qui va jouer contre l'Écosse, si elle bat l'Écosse, elle passe devant. Et il y a aussi un moyen que si l'Écosse bat Irlande avec 4 essais et par plus de 8 points, que c'est en fait l'Écosse qui peut passer devant Irlande et c'est l'Écosse qui finit en quart de finale. C'est possible. Mathématiquement, comme on dit, c'est possible. Allez, je parie sur l'Écosse, moi. Allez, poule C, Pays de Galles en tête avec 14 points, Australie toujours avec 11 points, mais ils ont joué tous leurs matchs, Fidji avec 10 points, Géorgie avec 3 points et Portugal avec 2. Bon, ce week-end, il y a Pays de Galles contre Géorgie, mais le plus important, c'est Fidji-Portugal. Oui, puisque l'Australie est devant les Fidji pour l'instant, mais pareil, il y a un match de plus et le week-end prochain ne joue pas. Donc si les Fidjiens battent les Portugais, ce qui me paraît quand même si nos auditeurs lisent Boët, j'espère en d'autres plans pour leur équipe, les Fidjiens devraient quand même passer, et ça ferait effectivement Galles-Fidji comme équipe qualifiée. Ça serait sympa. Et il me semble même s'ils perdent pas moins 8 points, comme ils ont battu les Australiens, ils vont passer quand même. C'est ça. Allez, poule D, c'est l'Angleterre en tête avec 14 points, Argentine avec 9, Japon aussi avec 9, Samoa avec 6 et Chili avec 0. C'est en fait super ouvert ce week-end parce qu'il y a Angleterre contre Samoa. Si Samoa gagne, ils ont 9 points. Et s'ils marquent plus de 4 essais, ils ont 10 points. Donc ça passe devant Argentine et Japon. Oui, mais qui jouent l'un contre l'autre. Donc en fait, les Samoa sont forcément éliminés. En revanche, Japon-Argentine, c'est vraiment le seul vrai 8e de finale complet parce que celui qui gagne passe. Avec ce qu'on a vu des Argentins qui sont inconstants, même si je pense sur le papier ils sont plus forts et notamment devant, etc. Mais attention, les Japonais c'est une sacrée équipe. Je pense qu'ils ont coché le match depuis bien longtemps. C'est le dernier match de poule, donc c'est un 8e. Ils rentrent eux dans leur phase finale cette semaine. Et donc dimanche 13h, je pense que Japon-Argentine, ça va vraiment être un match à voir. Après un week-end avoir regardé tous ces matchs dont on vient de parler, vous pourrez
nous retrouver pour le débrief et pour nos impressions de ces matchs et aussi pour une petite surprise pour tous ceux qui nous suivent depuis le début de la Coupe du Monde où vous parle d'un jeu assez marrant, la plombée. Et ben, on vous réserve une petite surprise avec eux. Stay tuned. Quel teasing, Charlie, c'est absolument incroyable, ce suspense carrément insoutenable. Moi, je voudrais faire un petit coucou à une fidèle auditrice qui nous a fait un petit signal et qui se rappelle de notre Coupe du Monde de la meilleure barbe en 2019 et qui m'a dit, mais les gars, pourquoi vous faites pas le concours du meilleur mulet ? Donc, c'est vrai, Laetitia, on t'embrasse beaucoup. C'est une super bonne idée. On va essayer d'y penser et d'y réfléchir. Et pourquoi pas faire le concours du meilleur mulet. Et dès hier, quand même, quand j'ai regardé Tonga, Afrique du Sud, le mulet du pilier qui est rasé partout et qui est un mulet blond à l'arrière, il est quand même vraiment exceptionnel. Je me demande si c'est pas gagné d'avance pour lui si on fait le concours. Mais on sait pas. Il y a du Chili aussi. Ouais, je pense que tu as raison, mon Charlie. Je pense que malheureusement, le fad là de Moulet, ça commence de grandir de plus en plus. Il y a tellement de choix aujourd'hui, ça va être difficile de choisir un parce que Chili, le 9 aussi de Samoa, c'est incroyable. Le sien, bah, il y a trop de choix en ce moment. Avant, c'était juste des Écossais, Hamish Watson et tout ça, mais maintenant, c'est devenu une épidémie mondiale. Oui, et là-dessus, moi, je vous ai fait part longuement, je vais pas y revenir, de mon expérience à la Heritage Cup avec tous ces gamins qui venaient du monde entier. Et je peux vous dire que c'est pas fini parce qu'il y avait beaucoup de gamins de 13-14 ans qui avaient des mulets d'enfer. Ils arrivent. C'est incroyable qu'il y a des pays où ils vont en costard, mais quand même, ils ont le droit d'avoir un mulet. Un mulet costard, j'en ai vu plein. Oui, aussi, n'oubliez pas d'aller sur notre Fantasy pour essayer de gagner un t-shirt pour ce Coupe du Monde. Ça peut être sympa, un t-shirt Pack de Potes. Et aussi, si vous êtes dans le TGV, parce que Pack de Potes est un des très peu de podcasts qui étaient choisis. Je suis très fier que nous sommes dans des TGV Inuit. Donc, si vous allez faire un petit pari à Marseille pour regarder un match, prenez une petite photo de Pack de Potes sur le programming dans le TGV. Ça nous fait plaisir et mettre ça sur tous les réseaux sociaux. Allez tout le monde, c'était comme toujours un grand plaisir. À la semaine prochaine. Oui, salut les gars, les choses sérieuses vont commencer. Et c'est vrai que déjà on était chaud, mais là on va devenir bouillant. À la semaine prochaine avec impatience.